Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur Al24 News. Nous sommes le mercredi 11 mai et voici les titres de l'actualité. Shirin Abu Akleh, correspondante d'Al Jazeera, tombe en martyr sous les balles assassines de l'entité sioniste en Cisjordanie occupée. Un lâche assassinat condamné immédiatement alors que Mahmoud Abbas accuse l'entité sioniste de ce crime. Le Premier ministre palestinien appelle à l'ouverture d'une enquête internationale. L'assassinat de Shirin Abu Akleh réveille la conscience internationale et rappelle l'impunité de l'entité sioniste. Éclairage à suivre dans ce journal. L'Ukraine bloque officiellement un tiers du gaz naturel russe destiné à l'Europe et déclare transférer l'approvisionnement vers une autre plaque tournante. Et c'est avec le cœur lourd que nous entamons cette édition consacrée en majorité ce soir à la cause palestinienne et au lâche assassinat de notre consoeur correspondante à Al Jazeera. Shirin Abu Akleh a été tuée ce matin alors qu'elle couvrait les raids de l'armée de l'occupation israélienne dans la ville de Jénine, dans le nord de la Cisjordanie occupée. Shirin Abu Akleh portait un gilet estampillé presse et ça n'a pas empêché le colon sioniste de la prendre pour cible. Agressés à maintes reprises par le passé, ils auront fini par lui ôter la vie. Naïla Hamouda. C'est la dernière fois qu'on l'aura vue vivante. La journaliste Shirin Abu Akleh tombe en martyr sous les balles assassines des forces sionistes. C'est sans scrupules et sans sommation qu'elles ont tiré sur les journalistes et les civils ce matin. Shirin a été touchée à la tête alors qu'elle portait un casque et un gilet pare-balles estampillé presse, selon des témoins au moment des faits. La journaliste perd la vie en plein exercice de ses fonctions. Elle couvrait les énièmes exactions sionistes dans le camp de Jénine en Cisjordanie occupée. Shirin travaillait pour la chaîne qatari Al Jazeera. Elle était l'un des reporters les plus connus du monde arabe, notamment pour sa couverture des deux intifadas palestiniennes. Son nom a été et sera inéluctablement associé à la cause palestinienne. Désormais, elle est la 47e journaliste assassinée par l'entité sioniste terroriste. Dans un communiqué, la chaîne Al Jazeera accuse ouvertement l'armée sioniste d'avoir tué de sang-froid leurs collègues. Comble de l'hypocrisie et de la mauvaise foi, Naftali Bennett a tenu les Palestiniens pour responsables dans cet assassinat sans y apporter de preuves. Ali Samoudi, un autre journaliste blessé lors de cette agression à Jénine, a accusé les forces de l'armée sioniste d'avoir gratuitement ouvert le feu sur les journalistes. Il travaille pour le journal Quds, basé à l'est de la ville sainte. Je suis persuadé qu'ils ont tué Shirin de sang-froid. Ils nous ont ciblés volontairement. Il n'y avait pas de personnes armées de notre côté. Il n'y avait même pas de civils ni de manifestants. On s'est placé dans une zone dégagée en face des troupes sionistes pour faire notre travail et protéger nos vies. Ils nous ont tiré dessus de façon volontaire. Le colon sioniste menace depuis un moment de perpétrer une opération à Jénine. Par cet assassinat, ils ont voulu faire passer un message aux médias. Le décès de la reporter intervient près d'un an après la destruction par une frappe israélienne des bureaux de la chaîne Al Jazeera dans la bande de Gaza. C'est dire à quel point la chaîne qatariote est une cible de l'entité sioniste. Et selon les résultats de l'autopsie, la balle reçue par la journaliste d'Al Jazeera a provoqué une lésion cérébrale ainsi qu'un traumatisme crânien, ce qui a entraîné directement son décès, faisant d'elle la 47e journaliste assassinée par l'entité sioniste. Le nom de Shirin Abu Akleh n'est pas inconnu en Palestine et dans le monde arabe. Au fil des ans, elle sera devenue l'une des voix palestiniennes les plus populaires grâce à ses reportages au cœur du conflit israélo-palestinien. Retour sur cette figure emblématique du journalisme de terrain, un portrait signé Karim Bouaziz. شيرين أبو عقلة الجزيرة من بلدة سيلة الحارثية غرب جنين.
L'une des femmes les plus respectées et adulées de la presse arabe en général, sans parler des millions de Palestiniens s'étant habitués à ces comptes rendus de cette femme qui semblait braver le danger pour eux, la fois de trop sans doute. Abou Aklah, c'est 20 ans d'expérience et des sommes de reportages sur un terrain de guerre d'une Palestine occupée où le moindre compte rendu est scruté et des journalistes étroitement surveillés voire ciblés pour les inciter à l'euphémisant nettoyage de l'armée sioniste dans une zone d'habitation comme ce matin à Jenin où le drame est survenu. Âgé de 51 ans et travaillant pour la chaîne arabe Al Jazeera depuis 1997, la plupart de ses collègues n'ont pas tardé, une fois confirmé la nouvelle de son décès, de saluer un professionnalisme, une intégrité et le sens du devoir qui font école. Née à Al-Quds, la journaliste possédait la nationalité américaine. C'est ce qui a incité d'ailleurs l'ambassadeur de la région, Tom Hyde, en plus des condoléances de circonstances, de demander une enquête sur la cause éventuelle de sa mort, selon la loi fédérale encadrant la disparition d'un citoyen américain. Shirin Abu Aklah, abattue à Jenin par un tir de balle, alors qu'elle arborait pourtant l'écriteau de presse sur son gilet pare-balles et munie d'un casque. Conditions de guerre oblige. Et pourtant, dans une de ses dernières interviews à la question de ce que représentait le journalisme et pourquoi elle avait opté pour le métier, elle répondit « Pour être proche des gens, ce n'est peut-être pas facile de changer la réalité, mais au moins je pourrais apporter la voix de ces victimes au monde. Je suis tout simplement Shirin Abu Aklah ». Shirin Abu Aklah, une femme, une professionnelle, une audace, un héritage et désormais une martyre. Ce matin, Shirin Abu Aklah devait faire l'ouverture du journal d'Al Jazeera pour revenir sur les agressions sionistes dans les camps de réfugiés de Jenin, mais elle ne s'est jamais présentée. Son assassinat a suscité de nombreuses réactions, à commencer par celle de ses collègues d'Al Jazeera, Iman Merad. La journaliste star de la chaîne qatari Al Jazeera, Shirin Abu Aklah, fut lâchement assassinée ce mercredi 11 mai par un tir de l'armée sioniste lors d'un affrontement en Cisjordanie occupée. Shirin accomplissait son travail de correspondante pendant plus de 25 ans. Sa disparition a suscité d'innombrables réactions, notamment la dénonciation de l'infraction aux conventions de Genève qui devrait protéger les civils, mais aussi les journalistes en couverture des conflits. Les confrères de Shirin ont tenu à lui rendre un dernier hommage en se réunissant dans les locaux de la chaîne à Doha. L'image fut poignante, les journalistes ne pouvant s'empêcher de verser des larmes en observant une minute de silence en sa mémoire. Dans un communiqué, la chaîne a affirmé que Shirin Abu Aklah a été tuée de sang-froid par les forces d'occupation sionistes, précisant que la journaliste portait une veste qui l'identifiait comme journaliste. Walid Al-Omari, le directeur du bureau de la chaîne à Ramallah, tenait dans ses mains le 10 gilet de protection portant par la martyre, souillé par son sang suite à la fusillade. Les Palestiniens ont manifesté leur colère lors d'un rassemblement à Gaza, qualifiant l'armée sioniste de meurtrière. Des fleurs ont également été déposées sur le lieu du crime. La nouvelle de l'assassinat de la journaliste créative Shirin Abu Aklah est un grand choc. Nous sommes entretenus avec des responsables européens afin de nous assurer que cet acte soit condamné et que l'entité sioniste soit tenue pour pleinement responsable du meurtre de Shirin Abu Aklah. Le gouvernement palestinien affirme que l'entité sioniste devrait être tenue pleinement responsable de l'assassinat de la journaliste américano-palestinienne. La police sioniste a fait une descente au domicile de la défunte, dispersant les personnes venues présenter leurs condoléances et partager la peine de la famille de la victime. Le ministère allemand des Affaires étrangères estime les informations reçues sur le meurtre de Shirin Abu Aklah très choquantes pour le gouvernement allemand. Par ailleurs, le département américain affirme que le meurtre de la journaliste Shirin Abu Aklah est une insulte à la liberté des médias partout dans le monde. Pour sa part, le porte-parole du ministère sioniste des Affaires étrangères déclare avoir des raisons de penser que la journaliste a été tuée par des tirs terroristes palestiniens. La tragique disparition de Shirin intervient près d'un an, jour pour jour, après la destruction de la tour Jala, où étaient situés les bureaux de la chaîne qatari dans la bande de Gaza, lors d'une frappe aérienne sioniste. Et autre réaction suite au décès de Shirin Abu Aklah, les membres du Parlement américain ont eux aussi respecté une minute de silence à la mémoire de la journaliste. Nous le disions au début de cette édition, la correspondante d'Al Jazeera est loin d'être la première journaliste assassinée par l'entité sioniste. Près d'une cinquantaine de confrères ont subi le même sort. Aux journalistes s'ajoute une liste interminable de civils et de militants
froidement abattu par cette entité, un éternel recommencement lâchement toléré. Abdelkader Edrieff. Chérine, tu peux fermer tes deux yeux à présent, et pour de bon. Tu voulais nous faire voir beaucoup de choses, mais la communauté internationale, le monde en général, préfère juste regarder. Les scènes de Palestiniens qui tombent sous les balles des forces de l'occupation sont devenues tellement banales, tellement courantes, qu'on préfère voir ailleurs. Plus affreuses les unes que les autres, ces images font des vues sur Internet, comme on dit aujourd'hui, mais restent tues. On se souvient encore de cette photo insoutenable de Mohamed El-Doura, jeune Palestinien de 12 ans tué par balle à Gaza, fin septembre 2000, au premier jour de la seconde intifada. Oui, les forces de l'occupation israélienne tuent des enfants, des femmes, des vieillards, sans aucune distinction entre militants, civils ou journalistes. Aujourd'hui, Chérine, c'est au tour de ton cadavre gisant par terre d'alimenter la scène médiatique. Cette même force obscure et pourtant vue par tous continuera de tuer, continuera de détenir arbitrairement, de torturer, car ton image et toutes celles que tu nous as filmées et commentées provoquent l'émoi, l'empathie certes, mais l'impunité de l'entité sioniste demeure intacte. Cette entité doit enfin répondre de ses actes. Ton ultime sacrifice changera peut-être la donne, ou pas. في اللحظات الصعبة تغلبت على الخوف فقد اخترت الصحافة كي أكون قريبة من الإنسان ليس سهلا ربما أن أغير الواقع لكنني على الأقل كنت قادرة على إيصال ذلك الصوت إلى العالم أنا شيرين أبو عقلة. L'entité sioniste a depuis sa création perpétré des crimes de guerre passibles de condamnation vis-à-vis du droit international, mais celle-ci reste impunie. Se pose alors la question suivante, comment expliquer une telle impunité? Élément de réponse avec Safouane Ben Sabri. Des crimes répétés, des exactions systémiques et des condamnations inexistantes. Comment expliquer l'impunité dont bénéficie l'entité sioniste? Il faut pour cela revenir au fondement même de l'entité qui se veut État et identifier ses soutiens dans la première heure. Le Royaume-Uni, les États-Unis et la France ont toujours été des soutiens de taille à l'entité sioniste. Le Royaume-Uni pour la création, la France pour l'arsenal nucléaire et les États-Unis pour la protection militaire. Ces trois États clés des relations internationales depuis 1945 permettent la prospérité et l'impunité des forces coloniales israéliennes. En réalité, les condamnations internationales ont toujours été présentes, mais celles-ci ont été invisibilisées par Washington. Depuis 40 ans, les États-Unis se sont religieusement opposés à chaque résolution des Nations Unies visant à condamner les exactions sionistes. Mis à part la résolution 2334 en fin de mandat de Barack Obama, celle-ci stipule la création par Israël de colonies de peuplement dans le territoire palestinien occupé depuis 1967, y compris Jérusalem-Est, n'a aucun fondement en droit et constitue une violation flagrante du droit international. La résolution est votée à 14 voix contre une abstention, celle des États-Unis. Par ailleurs, l'entité sioniste fait partie de ceux qui n'ont ni signé ni ratifié le statut de Rome qui permet à la Cour pénale internationale de poursuivre les signataires en justice en cas de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité. Sergei Lavrov a appelé en avril à désoccidentaliser l'ONU, une organisation visiblement largement dominée par l'Occident qui bénéficie de 3 sièges permanents sur 5 au sein du Conseil de sécurité. Au final, au lieu de poser la question de savoir pourquoi l'entité bénéficie d'une telle impunité, il serait plus adéquat de se demander pourquoi s'attendre à une neutralité de la part de l'Occident, chose qu'il ne peut intrinsèquement pas produire. Protégé par le veto des États-Unis au Conseil de sécurité d'un côté et garanti d'être à l'abri de toute poursuite de la Cour pénale internationale d'un autre, l'entité sioniste ne rend de compte à personne, mis à part à l'histoire. Et pour revenir justement sur les crimes commis par l'entité sioniste, nous avons en direct avec nous Maître Gilles Devers. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes avocat inscrit au barreau de la Cour pénale internationale et auteur de plusieurs ouvrages, dont le dernier en date, Jérusalem-Est sous la protection du droit international, c'est son titre. Vous vous occupez notamment des dossiers déposés devant la CPI par des milliers de victimes palestiniennes. L'entité sioniste n'a à ce jour pas écopé de sanctions judiciaires contraignantes en dépit des nombreuses plaintes. Pourquoi, monsieur Gilles Devers ? Parce que
Israël bénéficie de soutiens occidentaux, ça a bien été expliqué, je reviens pas là-dessus. Et puis aussi parce que la justice est lente, mais nous, les premières plaintes qui venaient d'ailleurs de Gaza ont été déposées en janvier 2009. Et puis nous avons des évolutions, c'est-à-dire que j'ai ici un document que je peux vous présenter, c'est un arrêt de la Cour pénale internationale qui date du mois de février 2021 et qui se conclut en disant que la Palestine est un État et qu'il y a compétence pour la Cisjordanie, Gaza et pour Jérusalem-Est. Donc maintenant, l'enquête est en cours, ce qui veut dire que nous ne partons pas de rien. Quand on peut parler de Sabra et Shatila, on n'avait pas de juridiction, il n'y avait pas de plainte, il n'y avait rien du tout. On pouvait simplement protester. Maintenant, attention, à la CPI, la Palestine est un État. Israël n'est pas partie de la CPI, mais le procès avance et il y a une compétence sur Jenin parce que la Cour a reconnu cette compétence et le procureur enquête. Donc on voit que le procureur il fait beaucoup d'agitation, je ne pourrais pas dire autre chose sur l'Ukraine, vu que l'Ukraine est un pays qui peut très bien se débrouiller tout seul, il n'y a pas besoin de la Cour pénale internationale. Mais pour ce qui est de la Palestine, qui est entièrement occupée militairement, c'est différent, il faudrait qu'il fasse un petit peu plus. Ça c'est bien certain, mais en attendant, il y a une force complète qui est en cours. Mon cabinet, nous avons 4000 plaintes de Palestiniens qui sont enregistrées au bureau de la Cour. Et j'ai déposé plainte pour la destruction de la tour d'Al Jazeera, comme vous l'avez rappelé. Donc tout ça, ça progresse. C'est pas très lisible parce que la Cour pénale internationale est quelque chose de compliqué, c'est sûr. Et puis également parce que tous les pays occidentaux cachent l'information, disent on n'y arrivera jamais, ils discréditent. C'est-à-dire qu'en fait, on discrédite cette juridiction en disant qu'elle est longue, compliquée, qu'elle marche jamais, etc. parce que ces gens la redoutent. Mais justement, Monsieur Gilles Devers, vous disiez à l'instant que vous aviez pris en charge 4000 dossiers palestiniens. Y en a-t-il qui ont abouti à ce jour ? Non, parce que le schéma, il est long. Là où nous avons abouti, c'est que quand même, on a fait reconnaître la Palestine, qui est un État, par la Cour pénale internationale. Je vous ai montré l'arrêt, il y a les références et tout ça, c'est parfaitement connu, et qu'il y a une compétence. Quand on dit la compétence territoriale, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Cour pénale internationale a dit que la Cisjordanie, Gaza et Jérusalem-Est sont des territoires de l'État de Palestine. Vous comprenez que quand vous avez dit ça, vous avez déjà changé beaucoup de choses. Vu que où est-ce que la Palestine est considérée comme un État? Où est-ce qu'un Palestinien est considéré comme un être humain contre les autres? Eh bien, à la Cour pénale internationale, grâce à cet arrêt. Et il fallait d'abord cette décision de justice pour poser l'enquête. Maintenant, l'enquête, elle est en cours. Mais vous savez, nous travaillons avec la CPI. C'est un instrument qui n'est pas facile. Mais par contre, je mets bien en garde que personne ne fasse la moindre illusion sur ce que je lis ces jours-ci, en disant enquête internationale. Maintenant, l'Union européenne qui dit oui, il faut une enquête internationale. Les États-Unis en train de s'en occuper. Ils s'occupent de quoi? Ils soutiennent Israël depuis 1947, ils lui permettent tous les crimes, ils arrangent tout et ils lui permettent à Israël ce qui ne permettrait jamais à aucun autre. Donc les Palestiniens doivent compter sur eux-mêmes. La procédure, elle se fait dans le rapport de force, mais quand vous lisez cet arrêt que je vous ai cité et qui fait quand même, je le vérifie encore, 63 pages, eh bien c'est un réquisitoire contre Israël qui a déjà été posé. Et dernière question, Maître Devers, allez-vous prendre en charge le dossier de l'assassinat de Shirin Abu Akleh? On est tout à fait disponible. Je sais qu'il y a des contacts qui existent. Ce que je veux surtout, c'est dire que c'est aux Palestiniens de s'occuper de cette affaire, qu'il y a une enquête à faire et non pas des grandes déclarations en disant c'est crime, enquête internationale, crime contre l'humanité, etc., etc. Du point de vue des responsables politiques, c'est pas acceptable. J'ai compris que l'autopsie avait eu lieu. Une autopsie dans une circonstance comme ça nous donne déjà énormément de renseignements sur la balle. Est-ce qu'elle est rentrée, est-ce qu'elle est sortie, est-ce qu'on a pu récupérer la balle, quelle est la trajectoire du tir. En examinant les plaies, on distingue à quelle distance ça a eu lieu. On examine l'orifice de la balle et on voit à quelle distance le tir a eu lieu. Avec la balistique, on mesure est-ce que le tir il est rectiligne, est-ce qu'il est penché, ça permet de savoir où était le tireur. Ensuite, il y a toutes sortes il faut aller chercher des témoignages. Il y a beaucoup de vidéos qui sont prises dans ces circonstances, vu qu'Israël dit maintenant c'est peut-être une balle palestinienne alors qu'on sait qu'il n'y avait aucun tir palestinien. Il faut récupérer toutes les vidéos qui ont été faites, prendre les témoignages. Et ça, c'est pas se prendre la tête avec
avec des grandes discussions en disant enquête internationale ou ONU et ceci. Il faut faire son travail de policier. Très bien, merci beaucoup Maître Gilles Devers. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je rappelle que vous êtes avocat inscrit au barreau de la CPI et avocat de la cause palestinienne. Tout à fait. Autre pays où la population est opprimée, le Sahara occidental, occupé illégalement par le Maroc. Un occupant qui agit lui aussi en toute impunité. Le Front Polisario appelle la communauté internationale à mettre fin à la colonisation marocaine. Et on reste dans la région pour évoquer le début des consultations de l'organe législatif en vue d'élaborer une nouvelle loi électorale au Mali. Le projet de loi gouvernemental a été déposé le 6 décembre 2021 au Conseil national de transition malien. Au Mali, toujours, la justice a convoqué le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian pour le 22 juin, et ce dans le cadre d'une enquête portant sur une atteinte aux biens publics et autres infractions selon le tribunal de Bamako. Parlons économie à présent et du partenariat algéro-russe, un partenariat flexible et pragmatique. Ce sont les mots qui qualifient le mieux la relation économique entre Alger et Moscou, une relation toutefois appelée à devenir stratégique. La visite du chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, à Alger en est justement l'un des signes avant-coureurs. Et puis autre visite à Alger également, celle du directeur général de l'état-major militaire international de l'OTAN, Hans-Werner Wehrmann. Il a été reçu par le général de corps d'armée, Saïd Chengreha. Cette visite de 2 jours permettra aux deux parties de mieux cerner les défis sécuritaires prévalents et de construire une vision commune à même de prémunir davantage la région des dangers d'insécurité. L'Algérie ayant toujours appuyé les initiatives de la communauté internationale, et ce dans le respect du droit international et des décisions onusiennes. Dans l'actualité également, l'Ukraine a officiellement bloqué ce matin un tiers du gaz naturel russe destiné à l'Europe, ce qui risque d'avoir un effet sur les prix de l'énergie bleue et le volume des approvisionnements du vieux continent. Mohamed Wali Ben Shaban. 77 jours après le début de l'opération militaire russe en Ukraine, la crise énergétique s'aggrave de plus en plus en Europe. Cette fois-ci, c'est Kiev qui décide de fermer le transit du gaz vers le continent européen. Il s'agit de près de 33 millions de mètres cubes de gaz quotidiens qui sont sur le point d'être bloqués, soit près d'un tiers de ce que la Russie exporte chaque jour vers l'Europe. Le géant gazier russe Gazprom pompe 72 millions de mètres cubes de gaz à l'Europe via l'Ukraine. Selon l'opérateur gazier ukrainien GTS, l'armée russe rend impossible l'accès au point de connexion situé à Sokranovka. Gazprom a pour sa part indiqué qu'il n'est pas possible de transporter le gaz par d'autres voies. L'Europe préoccupée par l'approvisionnement en gaz depuis le début de la crise, et pour cause, l'hiver prochain pourrait s'avérer difficile avec des stocks de gaz réduits à des niveaux très bas. L'ensemble des pays limitrophes de l'Ukraine risquent d'être touchés, ainsi que l'Italie ou encore l'Allemagne. Mais disons-le franchement, malgré les discours rassurants de la part des officiels, ce sont les 27 qui s'attendent à un hiver plus rude que d'habitude. Et sur le terrain, au 77e jour du conflit en Ukraine, les combats s'intensifient à l'est du pays. En Algérie, cette fois-ci, c'est parti pour le 2e festival d'Imdrassen à Batna. 5 jours durant, ce carrefour international cinématographique verra la participation de 24 pays avec plusieurs courts-métrages en lice. Une course destinée à arracher une dizaine de prix. Un sujet signé Amira Bedja et Souad Ben Batouche. Le cinéma en fête à Imdrassen. L'ambiance bat son plein dans la capitale des Aurès. En strass et paillettes, les participants brillent de 1000 feux. Nombreux artistes de renom ont foulé le tapis rouge du festival lors de la soirée d'ouverture hier.
Le coup d'envoi de la manifestation a été donné par la talentueuse comédienne algérienne Malika Belbey. S'en est suivie une remise de médailles aux comédiens ayant marqué les grands et petits écrans du monde arabe. L'on citera les deux comédiennes algériennes, Beyouna et Lydia Larini. De Syrie ont aussi été honorés Abbas El-Nouri et Nizar Abou Hajjar. Le comédien égyptien Ahmed Badir a également été gratifié d'une médaille. Même chose pour les deux artistes algériens, le comédien Ahmed Keshesh et le réalisateur Ahmed Rajdi. Cette année, 24 pays sont en lice au deuxième festival d'Imedrasen pour arracher une dizaine de prix, dont ceux de meilleurs réalisateurs, scénaristes ou encore preneurs d'images et meilleure interprétation féminine et masculine. D'Italie, d'Égypte, du Brésil, de Chine ou encore d'Iran, des réalisateurs se rencontrent à Imedrasen cette année pour échanger idées et points de vue lors des projections mais aussi de séminaires. Ils sont aussi conviés à découvrir la belle région des Aurès. Et c'est avec cette note positive que l'on arrive à la fin de cette édition. Tout de suite, un coup d'œil vers le ciel avec Amel Améziane Zitouni. Très bonne suite des programmes sur Al 24 News.